Bonjour tout le monde, ici Geoffrey et bienvenue dans ce Breaking News spécial Super Bowl, puisque comme chaque année, cette grande messe du sport américain est l'occasion de découvrir des bandes annonces, des teasers de pas mal d'événements à venir. Cette année, je ne sais pas si on a été gâtés, en tout cas on n'a pas eu de vraies surprises, il n'y a pas eu d'événements, d'annonces, de révélations, mais il y a eu des morceaux, des teasers, des bandes annonces et quelques images de gros événements à venir, à commencer par Fast and Furious 9. Alors dans ce teaser de 30 secondes, on n'apprend pas grand chose de nouveau, on entend Vin Diesel qui raconte encore une fois que le monde a beau changer, nous on reste les mêmes. Dans ces 30 secondes, on peut voir John Cena en bad guy, on voit un carambolage de voitures de police, il y a Helen Mirren qui rigole au volant puisque dans cet épisode elle va enfin conduire, il y a Charlize Theron avec sa coupe au bol, on voit des images dans la jungle, ce qui rappelle un petit peu le spin-off Hobbs & Shaw, et on voit des immeubles qui s'écroulent. Donc pas grand chose de nouveau sous le soleil, il y a quand même une image, une scène, une cascade qui marque un petit peu dans cette bande-annonce, dans ce teaser. On y voit une voiture être subitement happée, attirée, traverser et exploser un magasin pour être ensuite rangée, on va dire, dans un camion, piloté par Michelle Rodriguez, alias Letty. A priori, elle a été attirée par un aimant à l'intérieur de ce camion. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans le teaser, on ne comprend pas forcément tout, mais que dans la foulée, il y a un petit making-of qui a été sorti, où on peut un peu plus comprendre, et on voit en gros que le truc, c'était littéralement de kidnapper une voiture, et de l'attirer donc dans ce camion où la voiture disparaît et rangée, et que Letty est très heureuse d'avoir réussi cette opération. Justin Lin, le réalisateur qui revient sur la saga, a fait un petit tweet pour accompagner ce morceau de making-of en expliquant que c'est un plan qui dure 4 secondes, qui a demandé 8 mois de préparation, 4 jours de tournage, ça a détruit 3 voitures et plus d'une centaine de personnes à travailler sur ça, et pour lui c'est la preuve que c'est quand même le meilleur job du monde. Voilà, on verra à l'écran à quel point c'est drôle et ridicule, mais a priori ça va être un des moments les plus amusants et ils le mettent déjà en avant dans la promo, comme dans tous les blockbusters maintenant, on met en avant à quel point une scène a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de travail, beaucoup d'émotion et de talent pour nous exciter un peu à la Mission Impossible avec Tom Cruise qui fait tout n'importe quoi. Dans cet épisode, on n'en sait pas grand chose, à part que visiblement il y aurait encore un embryon de scénario, le retour de Han, un personnage qui est censé être mort depuis quelques épisodes. Sauf que non. Il y a John Cena qui joue le nouveau morceau de muscle, puisque Dwayne Johnson n'est plus dans la saga principale jusqu'à nouvel ordre, donc il faut bien le remplacer. Il jouera a priori un méchant, mais dans cette saga, même les méchants deviennent des gentils, donc on verra bien. Peut-être le truc le plus intéressant de ce teaser, c'est qu'à la fin, c'est marqué « bientôt au cinéma ». A priori comme ça veut tout rien dire, c'est assez anodin, sauf qu'en 2020-2021, ça ne l'est pas. Déjà, ça veut dire qu'il va sortir au cinéma et pas sur une plateforme de streaming, et a priori, surtout, il n'y a pas de date, alors que ce film-là est censé sortir en mai 2021. Alors pour rappel, Fast and Furious 9, il devait sortir en mai 2020, et c'est un des premiers blockbusters à avoir été repoussé aussi loin, puisque très vite, il s'est retrouvé en début 2021. Maintenant, il doit sortir le 26 mai 2021 en France. Est-ce que cette petite pastille à la fin qui dit bientôt au cinéma, c'est une manière pour Universal de laisser la porte ouverte à une sortie plus tôt ? J'en doute. Plus tard, peut-être, puisqu'encore une fois, c'est très compliqué aujourd'hui de voir le futur, de voir si les films vont sortir, dans quel état, entre la pandémie qui est différente selon les pays. On ne sait pas, c'est sûrement ça qui rend la promotion des blockbusters aussi compliquée. On peut imaginer que pour un film comme Fast and Furious, il faut lancer la promotion. Si le film il sort en mai, c'est dans pas très longtemps. Quelle sera la concurrence à ce moment-là? Quel sera l'état du monde? Bref, beaucoup de questions qui font que la promo est compliquée. Mais en tout cas, Universal a mis un petit peu de pognon pour livrer ces 30 secondes au public, à rappeler que Vin Diesel, il existe encore et que Fast and Furious, il y en a un nouveau qui arrive. L'autre bande-annonce, c'est là encore des nouvelles images d'un truc dont on a déjà vu des images par le passé. C'est la nouvelle série Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui est toujours semi-traduite en français. C'est la deuxième série Marvel de Disney+, après WandaVision. Elle est portée par Anthony Mackie et Sébastien Stan. Dans cette bande-annonce qui est plus longue, qui dure plus que 30 secondes, donc c'est pas une teaser, c'est un vrai bande-annonce, une vraie bande-annonce. Je pense qu'en gros, il y a 3 buts importants. Le premier, c'est de vraiment, encore une fois, vendre un divertissement familier qui est plus simple que WandaVision. C'est un buddy movie, c'est vraiment un truc qui est cool et que les gens vont reconnaître. Le deuxième but, c'est de montrer que c'est une série d'action. Donc ils sautent de tous les côtés, ils sautent d'un avion, ils se battent. Ils se battent notamment sur le toit d'un camion, ce qui rappelle Matrix Reloaded. Il y a des poursuites, il y a des explosions, il y a des bastons, il y a des coups de feu. Vraiment, voilà, c'est une série d'action. Et le troisième but, c'est de montrer que c'est une série drôle. La bande-annonce, elle crie du début à la fin. Vous allez rigoler, regardez comme c'est drôle. C'est un combat de coq, c'est des punchlines, c'est des blagues, c'est des moqueries. Bref, c'est vraiment un truc qui est là pour divertir.
Quelques petits éléments sur lesquels on peut s'attarder. Dans cette bande-annonce, il y a le fantôme de Captain America qui plane plus que jamais. Le personnage d'Anthony Mackie, à un moment, se retrouve à l'écran avec la voix qui raconte que le monde est plongé dans le chaos. L'idée, c'est vraiment de se placer dans le post-Endgame, post-Spider-Man Far From Home, avec ce monde qui est maintenant un petit peu dans une nouvelle phase, face à de nouveaux enjeux, puisque plusieurs héros ont disparu, qui peut et veut reprendre le flambeau, le bouclier de Captain America. Quels sont les plans du gouvernement? On peut voir qu'il y a sûrement déjà des frictions entre le bouclier qui était revenu à Sam et le gouvernement qui a sûrement clairement d'autres plans pour porter cette lourde responsabilité. Sachant qu'en plus, Sam et tout le monde a un peu menti sur le sort de Steve Rogers. Officiellement, il est mort face à Thanos pour protéger son choix, mais le gouvernement va-t-il découvrir la vérité? Est-ce que Chris Evans va revenir comme c'est la rumeur pour peut-être montrer qu'il est encore en vie mais qu'il est vieux et maintenant en fauteuil roulant? On ne sait pas trop. L'autre truc intéressant, c'est de voir les décors de cette série. Beaucoup de décors urbains, on voit une ville de nuit avec des néons, il y a une boîte de nuit, des parkings, des routes, bref, des choses qu'on a vraiment l'habitude de voir du côté de Marvel. Et peut-être un truc intéressant, c'est l'île de Madripoor, qui est un décor bien connu des fans de comics, qui est peut-être un lien avec les X-Men, et ceux et celles qui suivent la série WandaVision savent de quoi je parle, et c'est pas anodin. On voit encore une fois que c'est le baron Zemo qui sera de retour dans la série, et qui est clairement du côté des méchants. Pour rappel, cet antagoniste qui est encore incarné par Daniel Brühl, était apparu dans Civil War parce que il est épris de vengeance depuis que sa famille est morte dans les événements d'Avengers 2. Cette fois, il est de retour sur le devant de la scène avec toujours son plan très simple, c'est que les super-héros c'est pas bien, donc il faut les détruire. Il aura cette fois son masque violet, qui est un peu sa marque de fabrique dans les comics, et à côté de ça, il y a un groupe de terroristes qui a aussi des masques et qui visiblement en veut à l'Amérique et donc à Captain America et tous ceux qui voudraient se placer dans son sillage. Enfin, le personnage de Sharon Carter est là, il est de retour. Elle était là dans Captain America 2, dans Civil War. Elle est donc liée à l'héritage de Captain America. Elle est du côté des gentils, elle va taper, elle va foutre des coups de pied. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Le vrai enjeu que je trouve intéressant avec cette bande-annonce, c'est qu'on voit quel est en fait le vrai truc qui va se jouer avec Falcon et le Soldat d'hiver, c'est de faire un contraste total avec la série WandaVision. Rappelons-nous que la série Falcon et le Soldat d'hiver devait être la première série officielle du MCU sur Disney+. Elle devait être lancée à l'été 2020. Et à cause de la pandémie et de diverses choses, elle a été retardée, si bien que WandaVision, qui devait être la deuxième série, s'est retrouvée en première ligne et c'est devenu accidentellement, par la force des choses, la toute première série Marvel. Le bon côté, c'est que ça a pas mal de sens parce que la série WandaVision, elle joue beaucoup sur... elle parle de télévision, elle parle de sitcom, elle rend hommage à l'âge d'or de la télévision. C'est en plus un lancement assez malin parce que très spécial, très étonnant, surprenant, donc assez précieux, parce que ça ressemble à rien du côté de Marvel. Et donc il y avait quelque chose vraiment de l'ordre de la surprise et d'un premier pas un peu audacieux, plus audacieux qu'en tout cas ce Falcon et le Soldat d'hiver, qui ressemble vraiment au truc Marvel. Mais le mauvais côté de WandaVision, probablement, c'est que ça a sûrement refroidi plein de fans qui étaient un peu perdus face à un truc qui ressemble finalement pas beaucoup à Marvel, puisqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'effets spéciaux, ou si peu en tout cas dans les premiers épisodes. Donc Falcon, on voit à quel point Disney joue à fond la carte de la familiarité. C'est une série qui est l'essence de Marvel. Il y a de l'action et de l'humour, il y a des personnages qu'on connaît, il y a Captain America qui est là, donc il y a vraiment des choses, des blocs de Marvel qui sont là. C'est une série qui en plus a l'air beaucoup plus simple à vendre, plus simple à consommer. C'était donc d'ailleurs un choix très logique pour lancer les séries Marvel. La promo mise clairement, et je pense plus qu'elle ne l'aurait fait à l'origine, sur ce côté, vous inquiétez pas, même si vous aimez pas trop WandaVision, parce que là on est bien chez Marvel, on va revenir sur la rail de Marvel. Est-ce que c'est tant mieux, tant pis, je ne sais pas. D'un côté, je trouve que c'est un peu moins excitant sur le papier que WandaVision parce qu'on reconnaît un peu trop, je trouve, c'est un peu trop attendu. Est-ce que ce duo, il a les épaules pour porter toute une série? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera plus qu'un simple hommage à un buddy movie type L'Arme Fatale ou Tango et Cash? Je ne sais pas. Après tout, WandaVision est un hommage au sitcom, donc peut-être que toutes les séries Marvel seront des hommages à diverses choses, diverses pans de la pop culture. En tout cas, c'est à voir. Jusque-là, je trouve que visuellement, c'est pas forcément super excitant. Mais bon, on verra bien face aux épisodes. Ça arrive le 19 mars. Et la fin de WandaVision, c'est le 12 mars. Donc en mai, il y aura la série Loki. On voit que la valse des séries Marvel a commencé et que même si Black Widow, Shang-Chi et tout le bordel, c'est encore un petit peu loin et encore un petit peu flou, la ration de Marvel arrivera du côté des séries.
Comme on est sur le côté de Disney, on va faire un petit mot rapide sur Raya et le Dernier Dragon, qui est le prochain gros film Disney côté animation. Un teaser a rappelé que ce film existait, on voit pas grand chose de nouveau dans ce teaser. Ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui se joue du côté business. Disney se retrouve avec visiblement la décision de ne pas sortir Black Widow sur Disney+, alors qu'il a été repoussé déjà plusieurs fois. Le Marvel suivant, c'est Shang-Chi qui arrive en juillet en théorie. Bref, Raya, c'est la priorité, c'est le prochain gros film de Disney qui arrive. Il est censé sortir aux États-Unis au cinéma et sur Disney+, en parallèle sur le modèle de Mulan. Pour rappel, le modèle de Mulan, c'est qu'il faudra payer même si on est abonné, ce qui avait fait un petit peu scandale à l'époque, et c'est le modèle différent qui avait été utilisé pour Soul, le Pixar, où en fait tous les abonnés y avaient accès. Donc là, visiblement, Mulan a été suffisamment un succès pour qu'il rejoue cette carte-là du Premium Access avec Raya. Le film arrive le 12 mars aux États-Unis, et en France, officiellement, c'est toujours le 3 mars au cinéma. Rire, puisque les cinémas en France, voilà. Le troisième truc, qui est peut-être le plus excitant, c'est la bande-annonce de Old, qui est le prochain film de M. Night Shyamalan. Bon, déjà, je vais commencer en disant que, pour ma part, j'aime pas trop Split et Glass, désolé, hein, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait au début, notamment Sin, Sixième Sens, Incassable. Et là, je suis particulièrement excité par Old, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qui rappellent un petit peu le Shyamalan d'avant, et c'est un nouveau projet qui était encore très mystérieux jusque-là, et c'est un peu son premier vrai film original depuis un petit moment, puisque Split et Glass étaient au final liés à Incassable. Donc là, on voit qu'il essaie de jouer quelque chose de totalement nouveau, un peu comme il l'avait fait avec The Visit il y a quelques années. Dans ce premier teaser, en fait, on découvre vraiment, il y a cet effet de surprise qui nous manque un petit peu maintenant dans les projets, c'est de ne pas savoir, justement. Et là, on découvre dans ce premier teaser qu'on va donc avoir affaire à une histoire qui ressemble un petit peu à la quatrième dimension. C'est donc une histoire qui tourne autour d'une plage, a priori paradisiaque, dans un coin perdu. Une famille va y passer du bon temps au soleil, mais en réalité, très vite, on réalise que cet endroit, il est magique, il est maudit, il est un petit peu cauchemardesque. Le temps s'y écoule de manière anormale, on vieillit à vitesse éclair, les enfants deviennent des adultes en quelques heures, une femme enceinte accouche très rapidement. En l'espace d'une journée, ces personnages vont vivre en gros leur vie en entier. Alors c'est ce qu'on appelle un film à high concept, qui peut être résumé en une idée simple, efficace. C'est vraiment comme un épisode de la quatrième dimension ou au-delà du réel. C'est un gros mystère, il y a beaucoup de questions. Alors là, nous, notre question, c'est plutôt de savoir, y aura-t-il des réponses? Est-ce que ce sera à la hauteur? On verra bien. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on revient à ce Shyamalan un petit peu ce petit malin qu'on avait à une époque. Shyamalan a longtemps été considéré comme le maître de ce type de narration, effet de twist, de surprise, de high concept, qu'on l'a vu avec Sixième Sens, Le Village et Phénomène notamment. En tout cas en théorie, je ne dis pas que ces films sont réussis jusqu'au bout malheureusement. Ce qui est vraiment super stimulant et agréable, c'est qu'en 30 secondes, ce teaser, il est extrêmement efficace. C'est un huis clos en plein air, ça lorgne du côté du film d'horreur, en même temps un petit peu d'aventure avec des scènes sous-marines, donc visuellement c'est assez stimulant alors que pourtant c'est un décor qui a l'air un petit peu banal et resserré. Il y a aussi un côté religieux, puisqu'on entend une voix qui se demande s'ils ne seraient pas des élus, donc il y a un peu cette idée de foi et de Dieu. Bref, c'est l'essence du cinéma de Shyamalan qui est là, en espérant qu'il aille jusqu'au bout de l'idée, que ce soit satisfaisant entièrement. Comme à chaque nouveau film de Shyamalan, comme tout nouveau film de Tim Burton, on a les mêmes débats, les mêmes questionnements. Est-ce que le meilleur de Shyamalan est derrière lui? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à espérer de ce cinéaste qui a pas mal déçu? Au début des années 2000, c'était un peu le prodige, le nouveau Spielberg. Il a chuté très rapidement dans les années 2010, il est revenu avec The Visit, avec Split et Glass pour montrer qu'il était toujours là. Il a réussi à ramener vers lui à la fois le public et la critique, donc vraiment il a eu un gros comeback ces dernières années, avec également la série Servant sur Apple TV+, dont il est producteur et dont il a réalisé quelques épisodes. Tout le monde n'est pas fan de Split et Glass, dans la rédaction on est très divisé autour de ces films, mais en tout cas on reste, je pense, tous globalement très curieux face à chaque nouveau film qu'il fait, et perso celui-là m'excite vraiment énormément, c'était pas arrivé depuis un petit moment. Là encore, c'est marqué à la fin de la vidéo du teaser que ce sera uniquement au cinéma cet été, pas plus de détails, mais en tout cas, ça montre bien que ce ne sera pas, a priori, sur un service de SVOD. Dernière petite chose, c'est qu'on va rendre hommage au grand acteur hollywoodien Christopher Plummer qui est décédé le 5 février à 91 ans. On en a parlé un petit peu sur le site, mais on voulait marquer le coup. Cet acteur, il a eu une carrière folle. Il a commencé avec Sidney Lumet, il a évidemment décollé avec La Mélodie du Bonheur, un énorme succès en 1965. Christopher Plummer, il a pas mal reparlé de ce film.
Il a souvent dit à quel point il n'était pas fan du personnage, qu'il n'aimait pas trop la caractérisation, il n'était pas super fan du côté niais de la mélodie du bonheur, il n'avait pas vraiment adoré l'expérience du film et de son succès, mais il a évidemment souvent reconnu à quel point il était content et que ce succès avait vraiment une valeur particulière, qu'il avait été ravi de travailler avec Julie Andrews. Et il a fait des centaines de films, il a travaillé avec des réalisateurs cultes comme Anthony Mann, Robert Wise, Blake Edwards, John Huston, John Borman, il a traversé les époques jusqu'à Spike Lee, Mike Nichols, Michael Mann, Terry Gilliam, Ridley Scott, Oliver Stone, Ron Howard, Atom Egoyan, Terrence Malick, David Fincher. C'est une carrière d'une richesse assez incroyable. Il a travaillé dans tous les genres, il a été dans L'homme qui voulut être roi, dans Le retour de la Panthère rose, Le tigre du ciel, Nosferatu à Venise, un Star Trek, le 6e film, Sherlock Holmes dans Meurtre par décret, il a été dans Malcolm X, dans L'Armée des 12 singes, Le Nouveau Monde ou le récent À couteau tiré. Il a une carrière extrêmement riche. On peut aussi terminer en se souvenant qu'il a marqué quelques records aux Oscars. Il a eu un Oscar du meilleur second rôle pour Beginners avec Ewan McGregor en 2002. Il avait 88 ans, ce qui en fait l'acteur oscarisé le plus vieux. Et en 2018, il a été nommé pour Tout l'argent du monde, réalisé par Ridley Scott, et il était l'acteur, le plus vieil acteur nommé aux Oscars. Voilà, ça c'est pour les petites anecdotes. En tout cas, n'hésitez pas à vous replonger dans sa filmographie parce qu'elle est passionnante et c'est un grand acteur qui nous a quittés. Je vous souhaite une bonne fin de... Waouh, je ne sais pas quoi dire en conclusion. C'était la fin du Breaking News, donc je vous souhaite une bonne semaine, puisqu'en fait, pour une fois, c'est moi qui l'ai fait le lundi. Le prochain Breaking News sera avec Simon vendredi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner surtout à la chaîne Écran Large, et bien sûr, nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et notamment de Christopher Plummer. Salut tout le monde, à bientôt!